Ok, super. Alors, avant, on va très vite commencer le cours. Juste avant de commencer, pour tout le monde, parce que je l'ai dit en phonologie, je crois, mais pour être sûr que tout le monde ait bien l'info, parce que là, normalement, on sait tout. Donc, pour les examens de linguistique, la note 1, donc la note qui porte sur le T, d'accord, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain à 8 heures. Donc ça, c'était le plus urgent parce que c'est dans une semaine. C'est vraiment ce qu'ils vous disent de façon la plus urgente parce que c'était sur l'ENT, c'était Béatrice avait écrit note 2. Et donc bref, on s'est appelé et elle m'a dit je modifie. Donc normalement ça a été modifié et là c'est écrit note 1. Mais voilà, donc petit rappel juste pour être bien au clair pour tout le monde. La note 1, c'est jeudi prochain, donc le 18 mars à 8 heures. Et donc, ça porte sur le TD. Donc, il y aura du thème grammatical. Il y aura, je pense, des exercices un petit peu comme ce que vous avez fait en première année. Je vous mettrai 2 phrases avec par exemple 2 modos différents ou un modal, une forme verbale périodique ou ce genre de choses. Et je vous demanderai de commenter la différence entre les 2 phrases. Par exemple, éventuellement aussi du thème grammatical avec justification de votre choix. Donc ce sera, voilà, c'est vraiment basé sur le TD. Évidemment, il faut utiliser vos connaissances de CM puisque ce sera sur les modos. D'accord? Donc il faut quand même connaître le CM. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et la note 2, donc la note qui portera vraiment sur le CM, sur l'exercice de commentaire de modal, de commentaire vraiment linguistique et détaillé, ça, ce sera le 6 avril. Oui, Thibaut, j'ai regardé la liste 4. La numéro 4. Elle porte sur les modos. Après, dans les autres listes, vous avez par-ci, par-là des phrases dans lesquelles il faut utiliser des modos, mais c'est vrai que c'est un petit peu, enfin, il n'y a pas d'autres listes vraiment typiquement sur les modos, mais à part la liste 4. Mais après, dans les autres listes, il y a par-ci, par-là des phrases dans lesquelles il faut utiliser des modos. Mais c'est vrai que la liste 4, elle est plus basée là sur les modos. Donc, effectivement, pour vous entraîner, voilà. Et donc, oui, donc la note 2, c'est le 6 avril. Bon, c'est dans longtemps. Là, pour le coup, vous avez le temps. Bon, c'est un peu dommage dans le sens où il faut déjà apprendre le CM pour la note de la semaine prochaine. Donc, bon, finalement, ça aurait été bien de faire les deux dans la foulée, mais c'était pas possible. Hein. Donc, on a regardé avec Béatrice, il n'y avait aucun créneau qui fonctionnait pour vous et pour moi. Donc, surtout pour vous, en fait, parce que moi, du coup, je suis libérée de pas mal de cours à partir de la semaine prochaine, mais vous aviez toujours des cours, en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? La note 2, il y aura des questions de cours. Oui, quelques-unes. C'est pas le plus gros truc, mais enfin, c'est pas la plus grosse partie du travail, mais il y en aura quelques-unes. Et ce sera du commentaire de modal. Donc ça, on va le voir en TD. On va le faire en TD, soit juste après, soit demain, hein, selon les groupes de TD. Donc vous verrez ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ce sera vraiment du commentaire de modal, pas de la traduction. Vous aurez un texte avec des modos, il faudra commenter l'utilisation de ces modos. La note 2. Pour la note 1, il n'y a pas de question de cours, non, pas vraiment, mais il faut utiliser le cours pour distinguer les deux énoncés dans l'exercice de commentaire, pour bien traduire les phrases, etc. Donc, c'est de l'application de cours, mais il n'y aura pas de question de cours pour la note 1, pour la note de TD. Pour la note de CM, il y en aura. Regardez ce que les gens demandent. J'ai dit à Camille, pour la note 2, il y a des questions de cours. Pour la note 1, non. C'est parce qu'en fait, vous mettez des commentaires au fur et à mesure et du coup, ça embrouille tout. Attendez, je vais vous l'écrire comme ça au moins, ce sera bien clair. Note 1, donc traduction
commentaire de trad, exercice de commentaire, comparaison entre deux phrases, par exemple, ce genre de choses. Mais pas de questions courtes, comme ça au moins c'est clair. Voilà. Et note 2, question de cours plus commentaire de modo se trouvant dans un texte. Voilà. Question au pluriel. Bon, bref, c'est pas grave, vous aurez compris. Question pour la note 2, c'est question au pluriel. Il y aura plusieurs questions. Ça va? C'est bon? Je vous remets les dates. Hop, comme ça, au moins, c'est bien clair. À 8 heures. Note 2, le 6 avril à 9h30. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, c'est bon? Alors, si c'est toujours pas clair, vous n'hésitez pas, si après le cours, après les TD, etc., vous dites, oh là là, c'était avec tout ce que tout le monde a demandé, etc., ça m'a embrouillé l'esprit, je ne sais plus ce qu'il faut faire, etc., vous me renvoyez un mail, d'accord? Voilà. Vous n'hésitez pas, vous me renvoyez un mail, comme ça, au moins vous serez sûr. Mais vous faites copier-coller quelque part avec ce que je viens de vous noter, comme ça, au moins vous les c'est écrit, vous les aurez quelque part. Ok? Eh bien, pendant que je disais tout ça, il y a d'autres personnes qui se sont connectées. C'est bien, on est nombreux aujourd'hui, dis donc. Et donc, je vais pouvoir commencer le CM. S'il n'y a pas d'autres questions, j'attends. Je vois que Thibaut est en train d'écrire. Donc, j'attends. C'est une question. Et si après, on commence le CM. Pour la dernière séance de CM. On n'aura pas le temps de terminer, mais j'ai regardé hier soir. Je pense qu'on aura le temps de voir pas mal de choses sur have to, on aura le temps, c'est parce on y est déjà. Il nous reste should, ought to, ça va aller très vite pour ought to. Et donc les deux derniers chapitres, c'était les formes verbales périphrastiques, on aura peut-être le temps de commencer celui-là, et l'expression du futur. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues, dont on a déjà parlé et qui sont résumées dans un chapitre. Donc c'est volontairement à la fin du cours parce que c'est pas très compliqué, parce que ça va vite et parce que si on n'a pas le temps de le voir en CM, c'est pas compliqué à comprendre. Donc je vous l'enverrai. Ça ne fera pas partie d'examen puisqu'on l'aura pas vu en live ensemble, mais je vous l'enverrai pour que vous l'ayez quand même. Lisez-le quand même, mais c'est vraiment pas compliqué. Ce sont des choses dont on a déjà parlé. Et quand je dis d'ailleurs que ça ne fera pas partie d'examen, bien bon, on en a parlé en TD, par exemple. Le fait qu'il n'y ait pas will dans les circonstanciels de temps, par exemple, on en a déjà parlé aussi. Donc voilà, ça pourrait être à l'examen puisque on en a déjà parlé de toute façon. Voilà. Alors Thibaut n'écrit plus, donc j'imagine qu'en fait c'était pas une question, ou alors j'ai répondu, je sais pas. Donc c'est parti pour le CM. Alors on s'est arrêté. Il me semble qu'on avait commencé, je l'ai pas écrit, mais il me semble qu'on avait commencé à parler de have to. Donc en disant qu'il ne s'agit pas d'un modal puisqu'on a la présence de to. Donc on le compare souvent à must, mais ils ne sont pas équivalents forcément puisque have to n'est pas un modal, must en est un. Donc on ne peut pas dire qu'un modal et une forme verbale périphrastique sont équivalents. Même si parfois on peut remplacer l'un par l'autre, ils ne sont pas équivalents. Donc, c'est l'origine de l'obligation qui différencie must et have to. OK. Alors, en réalité, effectivement, ça, c'est ce que vous voyez depuis pas mal de temps. Enfin, je ne sais pas si vous aviez vu ça au lycée, mais c'est la théorie la plus connue et la plus simple sur la différence entre must et have to. Le fait que l'origine de l'obligation soit différente. D'accord? Donc, pour must, l'origine, c'est l'énonciateur. Pour have to, c'est les circonstances extérieures. Alors, en linguistique, il faut nuancer un petit peu. On peut aller un peu plus loin que cette simple différence.
Alors, même si cette différence est vraie, hein, très très souvent, ce sera vrai et ce sera suffisant pour justifier la différence entre must et have to. Mais il y aura un petit problème quand on aura le sujet I. Si on a le sujet I, première personne du singulier, l'énonciateur et le sujet sont la même personne. Jusque-là, ça va. Donc, si je dis I must go, I est le sujet, mais c'est aussi l'énonciateur. Donc, je vous donne cet exemple-là parce qu'on va voir que dans ce genre de cas, l'analyse va être un petit peu plus complexe. Donc, il va falloir aller un petit peu plus loin, parfois, que la simple différence origine qui vient de l'énonciateur pour must, origine qui vient de origine extérieure pour have to. Donc, quand je dis origine, c'est origine de l'obligation. Donc, je reprends l'exemple que je viens de vous donner. Si je prends donc l'exemple I must go, ok, donc I must go, il est compliqué dans ce genre d'énoncé, après ça va dépendre du contexte évidemment, mais si je vous dis là tout de suite, en plein cours, I must go, il est assez compliqué de savoir si l'obligation vient de I, est-ce que c'est moi qui m'oblige et qui me dit là je dois partir, je dois absolument partir et l'obligation vient de moi, de l'énonciateur, ou s'il y a quand même en partie les circonstances qui viennent jouer dans l'obligation. Quand on a le sujet I, c'est assez compliqué de le savoir. Ça va dépendre du contexte évidemment, mais il y a des contextes comme celui-ci, par exemple, je vous dis là tout de suite I must go. Ben, vous aurez du mal à analyser le must et à savoir si c'est moi qui pense que je dois absolument partir ou s'il n'y a pas quand même une partie des circonstances extérieures qui me font partir. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours clear cut. Hein, donc, parfois, on a un petit peu des deux avec must. Ça va, vous arrivez à me suivre? Donc, quand on utilisera must, parfois, il y aura quand même, notamment avec le sujet I, parfois, on aura quand même un petit peu les circonstances extérieures qui vont jouer dans l'obligation. OK? Donc, avec must, ce qu'on m'a dit précédemment, c'est toujours vrai. Hein, on aura explicitement un rapport intersubjectif entre l'énonciateur et le sujet. D'accord? Donc, avec must, on a toujours, c'est toujours vrai ça, hein, un rapport intersubjectif clair, explicite, entre l'énonciateur et le sujet, dans lequel l'énonciateur fait preuve d'une autorité évidente. Donc là, on est sur le must radical. Hein. On est bien d'accord, le must d'obligation. Sauf que quand on a I, le sujet et l'énonciateur sont la même personne. Donc, ça devient plus compliqué, forcément. Je répète, avec must, on a un rapport intersubjectif explicite, clair, entre l'énonciateur et le sujet, dans lequel l'énonciateur fait preuve d'une autorité évidente. C'est l'énonciateur qui met la pression sur le sujet. Donc, ça, vous vous souvenez, quand on a un modal, c'est forcément, ça vient forcément de l'énonciateur. Donc, c'est forcément l'avis de l'énonciateur. Sauf que si le sujet et l'énonciateur sont la même personne, bah, ça va être légèrement différent, forcément. L'analyse sera un peu plus complexe, en règle générale. Donc, si le sujet et l'énonciateur sont la même personne, donc quand on a la première personne du singulier, on aura deux analyses possibles. D'ailleurs, ça peut aussi être le cas quand l'énonciateur et le sujet sont deux personnes différentes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc, deux analyses possibles. Soit c'est bien l'énonciateur qui est toujours à l'origine de la pression, de l'obligation. Donc, c'est toujours l'énonciateur qui fait pression. Oui, toujours avec must.
Donc, quand on a must avec la première personne du singulier, hein, donc ça va être un petit peu plus complexe. Et là, on aura deux analyses possibles. Soit la même analyse qu'avec un autre sujet. Donc, l'énonciateur pèse de tout son poids. C'est lui qui est à l'origine de la pression et c'est lui qui fait pression pour valider la RP. Donc, c'est lui qui est à l'origine de la pression. Donc, ça, c'est la même analyse que si on avait un sujet et un énonciateur différents. Soit, deuxième analyse possible, l'énonciateur, en utilisant must, va souligner qu'il a fait sienne l'obligation qu'il rapporte. Je vais redire plus lentement parce que la phrase n'est pas finie. Soit donc, autre analyse possible, en utilisant must avec le sujet I must, etc. L'énonciateur utilisera must pour souligner qu'il a fait sienne l'obligation qu'il rapporte et dont il n'était pas à l'origine au départ. Donc, il souligne qu'il a fait sienne l'obligation qu'il rapporte et dont il n'était pas à l'origine au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je vous disais là maintenant, voilà, il s'impose la contrainte. Elle vient de l'extérieur, la contrainte, mais il se l'impose. Il a fait sienne et il se l'impose de façon dramatique. C'est ce qu'on va voir juste après. On a un côté toujours un peu dramatique avec must, en quelque sorte. Hein. Donc, si je vous dis là maintenant, I must go, c'est peut-être parce que j'ai un rendez-vous ou parce que je sais pas moi. Bah, par exemple, on imagine que c'était il y a 2 semaines, parce qu'il y a les ouvriers qui arrivent, d'accord? Donc normalement, je devrais dire I have to go, parce que c'est prévu, c'est les circonstances extérieures qui m'obligent à partir. Mais je pourrais aussi, moi, en tant qu'énonciateur, choisir de dire I must go, parce que je me l'impose, je dois partir, je dois leur ouvrir, être poli, et donc je fais mienne, pardon, l'obligation qui à la base est extérieure. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas aussi tranché que ça. Parfois, must, on va l'utiliser malgré le fait que l'obligation vient bien de l'extérieur, mais on décide d'adopter cette obligation et de la faire, de faire comme si elle venait de nous. Autre exemple qui va peut-être plus vous parler, des parents pourraient... Là, c'est en quelque sorte, je dois y aller, je n'ai pas envie d'y aller. C'est ça, un petit peu, ouais. Enfin, c'est pas toujours je n'ai pas envie, c'est juste que je dois y aller, c'est très important, c'est vécu intensément dans l'instant, en fait, must. Alors que have to, ça c'est le paragraphe suivant, je vais vous le dire dans un instant. Have to, c'est on a intégré le fait qu'on devait partir. C'est comme ça, c'est une obligation extérieure, on l'a intégré. Je vous énonce ça et c'est tout. Alors que must, oui, ça peut être, on peut avoir un effet de sens de j'ai pas envie d'y aller, mais voilà, j'y suis obligée, mais j'ai pas envie. Ou alors, j'avais pas vu l'heure, c'est urgent, il faut que je parte et j'utilise must pour vous montrer que mince, c'est dans l'urgence. D'accord? Ça peut être, on peut avoir différents effets de sens du coup avec l'utilisation de ce must. Autre exemple, donc vous voyez, ça sera pas toujours avec le sujet I, même si on aura beaucoup plus souvent cette analyse avec le sujet I. On pourrait avoir aussi des parents, par exemple, qui disent à leur enfant « You must do your homework ». Bon, les devoirs, on pourrait utiliser have to parce que tout enfant qui va à l'école doit faire ses devoirs. Ça fait partie du règlement de l'école, ça fait partie un petit peu du contrat entre les écoliers et l'école, ça fait partie de leur job. Il faut faire les devoirs. Donc, les parents pourraient utiliser you have to. Mais ils peuvent aussi décider qu'ils utiliseront must pour montrer à leur gamin que, ok, t'as pas envie de suivre le règlement de l'école, mais moi, je te dis que tu vas faire tes devoirs. Donc, je fais mienne l'obligation qui, en fait, vient de l'école. Mais je décide de te l'imposer en tant que moi, parent. Et donc, tu as intérêt à m'obéir. Vous voyez, même avec un autre sujet, on peut avoir, dans certains contextes, cette analyse-là. Ça va? Vous arrivez à faire la différence? Enfin, vous comprenez l'analyse?
Ok. J'ai un flashback avec cet exemple. Ok, ça va. Donc, je continue. Vous pouvez répéter quoi? L'exemple avec les parents? J'imagine que c'est ça. Donc, l'exemple avec les parents. Donc, les parents pourraient dire à leur enfant, You must do your homework. Donc, ils pourraient décider d'utiliser must. Alors que les devoirs, ça fait partie un petit peu du contrat qu'a un écolier quand il s'inscrit, que signe un écolier finalement quand il s'inscrit à l'école. On s'inscrit à l'école, c'est pour suivre les cours, être assidu en cours et faire ses devoirs. Ça fait partie du contrat de tout écolier. Il faut faire ses devoirs. Donc finalement, les parents pourraient utiliser have to. You have to do your homework parce que ça fait partie du règlement de l'école et voilà et du contrat implicite que signe l'écolier. Mais les parents pourraient aussi choisir de dire You must do your homework. Dans ce cas-là, s'ils utilisent must, ça ne veut pas dire que les devoirs, ça fait plus partie du règlement de l'école. Ça veut dire que les parents ont décidé de faire l'obligation qui vient à la base de l'école. Ils décident d'imposer cette obligation à leur enfant en disant Ok, tu n'as pas envie de suivre le règlement de l'école, mais là, c'est moi, en tant que parent, je te dis que tu as intérêt à faire tes devoirs. Donc moi, je reprends l'obligation qui, à la base, est extérieure pour te l'imposer en tant qu'énonciateur. Donc, je prends cette obligation et je fais comme si elle venait de moi. Et donc, je lui donne plus de force, en quelque sorte, puisque je lui donne mon autorité à moi, énonciateur. Ça va? Donc ça, le fait qu'il y ait plus de force dans l'obligation, c'est un effet de sens possible. Hein. C'est pas toujours, c'est pas automatique, mais forcément, on a une idée d'autoritarisme avec must, hein, puisque c'est l'énonciateur qui choisit d'utiliser must. Donc forcément, ça veut dire qu'il va y avoir son autorité qui va peser dans la balance. Ok. Et donc, pour revenir sur mon exemple avec I must go ou I have to go, pardon. Donc, si je dis I must go, donc à nouveau, hein, je répète mes deux analyses possibles, ça peut vouloir dire que c'est moi qui ai décidé que je devais partir, c'est moi qui me l'impose, ou alors, plus probablement, que j'ai une obligation, qu'il y a une obligation extérieure qui fait que je dois partir, et moi j'ai adopté cette obligation et je me l'impose. Ok? Et surtout, si je dis I must go, c'est ce que je vous disais il y a une minute, c'est vraiment, et quand on utilise must en général, c'est vraiment ressenti comme un ordre direct, un ordre qui vient vraiment d'une source d'autorité. Et donc c'est pour ça qu'on dira que must, en quelque sorte, dramatise davantage l'obligation. D'accord? Donc must, je répète, est vécu et souvent ressenti, vécu, utilisé comme un ordre direct venant vraiment d'une source d'autorité concrète, puisque ça vient de l'énonciateur. Et donc must, on dit que must met en scène, qu'il dramatise davantage l'obligation. Alors que have to, si on compare must à have to est ressenti davantage comme un devoir rappelé, comme un devoir donc indirect. Donc must va avoir tendance à dramatiser l'obligation, à la mettre en scène. On la vit intensément dans l'action, alors que have to sera plutôt interprété comme un devoir rappelé, un devoir, donc quelque chose, une obligation indirecte. Ça ne vient pas d'un énonciateur, ça vient d'obligations, de circonstances extérieures. Donc forcément, c'est plus un devoir rappelé. Tu sais bien que dans le règlement ou dans la loi, il faut faire ça.
D'ailleurs, souvenez-vous, j'avais peut-être pas utilisé ces mots-là précisément, mais on l'avait vu quand on avait travaillé sur, je crois que c'était l'une des premières phrases du TD. Je sais plus, c'était il faut que l'on achète des bouteilles pour le dîner ou quelque chose comme ça. Vous avez dit que must et have to étaient finalement tous les deux possibles ici. Have to était quand même plus probable parce que forcément, si on organise un dîner, si des gens viennent manger à la maison et qu'il n'y a plus à boire, il faut acheter des bouteilles. Voilà, c'est comme ça, c'est les règles du savoir-vivre. Il faut qu'il y ait à boire. D'accord. Donc on avait vu que have to, c'était le plus logique ici. Mais je vous avais dit, certains avaient proposé must. Je vous avais dit que c'était pas totalement stupide d'utiliser must, mais que dans ce cas-là, il faut imaginer le contexte où on est à la caisse, on est en train de payer et d'un seul coup, hop, on se souvient, mince, on n'a pas acheté de bouteilles, il faut acheter des bouteilles. Donc c'est plus dramatique, c'est vécu dans l'instant et c'est pas un devoir rappelé, c'est on vient de s'en souvenir là tout de suite, quoi. D'accord. Vous vous souvenez de ça? Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais tout ça à ce moment-là. Je n'avais pas utilisé les mêmes mots que là dans le CM, mais c'est cette explication-là. C'est have to qui est un devoir rappelé. Et d'ailleurs, donc ça vient du sémantisme de have, du verbe have, le verbe que vous connaissez depuis longtemps. Parce qu'avec have, on indique dans tous les emplois de have, donc que ce soit have to, que ce soit le have des structures causatives, etc., dans tous les emplois de have, on indique toujours que le prédicat est intégré à la sphère du sujet. Ou ici, avec le to, qu'il est à intégrer à la sphère du sujet. Donc, avec le verbe have, on indique toujours que le prédicat est intégré à la sphère du sujet. Dans des exemples tout simples, I have blue eyes, le prédicat have blue eyes est intégré à la sphère de I. I have a sister est intégré à la sphère de I. D'accord? Donc là, on aura l'effet sens de possession en quelque sorte. Ok? Et après, donc ça, c'est vraiment l'explication la plus simple. Et après, dans tous les emplois de have, dans les structures causatives, I had my kids eat before going out, par exemple. J'ai fait manger mes enfants avant de sortir. I had my kids eat before going out. Même chose, I had. Et on peut mettre entre... attendez, je vais vous l'écrire. Comme ça. Ce sera plus simple. Ça, c'est vraiment de la linguistique. Pour le coup, c'est de la linguistique pure. Donc ça, c'est une structure causative. On n'aura pas le temps de travailler sur ces structures-là, même si c'était prévu en TD après, mais c'est pas grave. Mais c'est un autre exemple dans lequel on va trouver have. Donc attention, c'est pas have to, c'est have tout court. Et vous voyez, même dans ce genre d'énoncé, ici, le prédicat my kids /eat est intégré à la sphère de I. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait en sorte que ça se passe. Et maintenant que je l'ai fait, je peux sortir. C'est intégré à ma sphère et je peux sortir. D'accord? Donc, en fait, bon, ça, si vous retenez pas en détail, c'est pas très grave. Mais à nouveau, pour le CAPES, pour le master, ça vous sera utile. Donc, have, le sens profond de have, c'est vraiment ça. C'est l'intégration le fait d'intégrer le prédicat à la sphère du sujet, au sujet. Et donc, dans have to, ça marche aussi, évidemment, puisqu'on a have. Donc, Villiers, on a déjà dû le voir. Donc, ça indique que le prédicat est à atteindre. Alors, pourquoi je vous dis tout ça, pourquoi j'utilise ces mots compliqués?
Parce qu'en fait, ça explique de façon très simple. I have to go, bah, ça veut dire que à intégrer dans sa sphère, donc à intégrer sa tête, dans ses idées, que le prédicat go s'applique à lui et qu'il doit l'atteindre, qu'il doit le mettre en place. D'accord? Donc ça signifie que, en quelque sorte, si je dis I have to go, j'ai accepté le prédicat go, j'ai accepté l'obligation, ça vient de circonstances extérieures, je le sais, je l'ai accepté et je vais le faire, voilà, je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Vous voyez, ça explique bien la différence entre have to et must. Le fait que must, ça dramatise, j'ai rien intégré du tout, c'est vécu vraiment dans l'action. Et have to, par contre, là, j'ai intégré grâce à have, j'explique en fait inconsciemment que j'ai intégré le prédicat, que effectivement la situation, la loi, le règlement fait que je dois le faire, c'est intégré à ma sphère en tant que sujet et je vais le faire. Ça va ça? Donc ça, c'est vraiment de la linguistique. Hein. Là, pour le coup, on utilise vraiment des analyses linguistiques. C'est plus de la grammaire. Ok, super. Si ça va, c'est bien. Donc forcément, hein, la conséquence, c'est que le rapport intersubjectif est forcément moins mis en valeur avec have to qu'avec must. Hein, puisqu'avec must, on a vraiment un ordre qui est donné, on impose la contrainte, c'est vécu, c'est dramatisé. Avec have to, c'est juste un devoir rappelé. Donc forcément, hein, le rapport intersubjectif est moins mis en valeur avec have to qu'avec must. En plus, je vous rappelle que must radical est non congruent. Must épistémique est congruent, must radical est non congruent. Donc ça veut dire que forcément must suggère une opposition de la part du sujet. Il suggère une opposition possible de la part du sujet à la réalisation du prédicat. Ça explique à nouveau pourquoi on parle de dramatisation de l'obligation et des rapports de force. Parce que must est non congruent. Donc ça veut dire que si on utilise must, je donne l'obligation tout en sachant qu'il est fort possible que le sujet résiste et qu'il n'ait pas très envie de réaliser l'obligation, de réaliser le prédicat. Ok, donc must, comme il est non congruent, quand il est radical, il suggère forcément une opposition possible de la part du sujet à la réalisation du prédicat. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une dramatisation de l'obligation, d'une dramatisation des rapports de force. Alors que have to, à nouveau, est un devoir rappelé. Il n'y a pas cette idée de dramatisation, d'opposition possible du sujet. Avec have to, on a accepté, on a intégré le prédicat à la sphère du sujet et voilà. Et ça va se faire et c'est tout. On y est obligé, ça peut nous embêter, on peut ne pas avoir envie de le faire, mais on va le faire parce qu'on sait que c'est comme ça. Le prédicat, on peut dire que c'est le procès. En quelque sorte. Le prédicat, en fait, c'est le verbe et ses compléments. Donc, oui, vous pouvez dire que c'est le procès. De rien. En fait, souvent, quand on parle de procès, on va parler de la phrase qui est conjuguée, vraiment dans un énoncé. Alors que le prédicat, c'est les mots, en fait, le verbe suivi de ses compléments, d'un point de vue très grammatical. Mais donc, si vous utilisez le terme procès, ça me va. Si le terme prédicat il vous perturbe et vous préférez utiliser procès, moi, ça me va. Voilà. Enfin, dernière sur l'opposition must have to. C'est une idée avancée par certains linguistes et qui finalement se tient, hein, puisque si vous avez bien suivi tout ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait logique.
Puisque must est une obligation un peu imposée de façon dramatique sur le champ et que have to est un devoir rappelé, donc, puisque must est une obligation imposée sur le moment de façon dramatique et que have to est considéré comme un devoir rappelé, on peut faire le lien avec une autre théorie qui a été développée par Adam Chesky, puis reprise par Cuglioli, qui est, quelle théorie à votre avis? On en a déjà parlé. Vous avez dit que c'est quelque chose qui peut s'appliquer, alors je vous avais pris l'exemple des articles définis, indéfinis, mais ça peut aussi s'appliquer à B plus ING, ce sera la différence entre présent simple, présent B plus ING. Voilà les phases, exactement. Donc certains linguistes font le rapprochement, donc vous voyez quand je vous disais que cette histoire de phase 1, phase 2 ou rématique, thématique, c'est vraiment, ça va s'appliquer à des tas de choses. Et certains linguistes pensent qu'on peut l'appliquer là aussi. C'est assez logique finalement. Donc, on peut faire le lien ici avec le rématique thématique. Finalement, certains linguistes vont dire que must serait du rématique, puisque l'obligation est vécue dans l'instant, alors que have to serait du thématique, puisque c'est un devoir rappelé. Alors, la théorie ne fait pas l'unanimité parmi tous les linguistes, hein, donc je vous la donne. Certains linguistes analysent must, have to de cette façon-là, mais voilà, ça ne fait pas l'unanimité. Mais ça paraît logique, hein, finalement. Un petit rappel, hein, cette histoire de rématique, thématique ou phase 1, phase 2. La phase 1 ou le rématique, ça concerne tout ce qui est nouveau, les énoncés posés en discours. D'accord? On valide l'énoncé, on pose l'énoncé en discours, on ne fait pas de commentaires, on ne reprend rien, c'est tout ce qui est nouveau posé en discours. Alors que le thématique ou la phase 2, donc rématique, thématique, c'est les termes qu'on utilise aujourd'hui. Phase 1, phase 2, alors c'est pas qu'on n'utilise plus les termes phase 1, phase 2, mais ça c'est vraiment utilisé par Adam Chesky. Rématique, thématique, c'est utilisé par plus de linguistes. Donc le thématique ou la phase 2 concerne les informations déjà connues que l'on reprend, donc quelque chose qui a déjà été posé qu'on va reprendre, soit pour commenter, en général ce sera pour apporter un commentaire, donc c'est tout ce qu'on aura avec les aspects, etc. Ça c'est un rappel, hein, on l'a vu, ça on l'a vu en TD. On avait parlé un petit peu en CM et puis on en avait reparlé en TD. Donc je répète quand même rapidement, rématique, c'est tout ce qui est nouveau. Thématique, c'est ce qui est repris, déjà connu, déjà posé, qu'on reprend pour commenter, ajouter du nouveau, etc., etc. Donc, certains linguistes, maintenant que j'ai réexpliqué ça, hein, les histoires de phase 1, phase 2 ou rématique, thématique, certains linguistes disent que puisque must est une obligation imposée dans l'instant, dramatisée, et que have to est un devoir rappelé, certains disent qu'on pourrait considérer que must est de l'ordre du rématique et que have to est de l'ordre du thématique. Donc, en quelque sorte, la première fois qu'on poserait l'obligation, on utiliserait must. Et on serait dans le rématique puisqu'on a une obligation posée, nouvelle, etc. Et lorsqu'on reprendrait cette obligation que l'on a intégrée, on aurait have to. Donc, selon cette théorie, cette théorie n'est pas partagée par tous les linguistes, mais selon cette théorie, have to serait le thématique de must. Mais à nouveau, hein, ça ne fait pas l'unanimité et il y a certains éléments d'analyse qui nous permettent de douter, puisque must est un modal, même si l'obligation est vécue dans l'instant, il est difficile quand même de dire que must serait toujours rématique, puisqu'on vient de dire que avec must, on peut choisir de reprendre une obligation extérieure et de la faire nôtre. Donc dire que must est toujours rématique, moi, je ne suis pas convaincue à 100% par cette théorie. Ça paraît logique, mais
Je ne pense pas que ça puisse tenir sur toutes les utilisations possibles de must. Et donc, c'est pour ça que c'est une politique qui n'est pas partagée par tous. C'est un petit peu réducteur, on va dire. Mais voilà, je vous la donne parce que voilà, certains linguistes ont cette théorie et ça vous permet quand même de voir de façon un peu simplifiée la différence claire entre must et have to. Enfin, je pense que ça pourrait vous aider. Voilà pour ce chapitre. On va donc passer au chapitre suivant, le chapitre 8, je crois. Should et ought to. Donc, chapitre suivant, should et ought to. Et ce sont les derniers modaux dont on va parler. Enfin, ought to, c'est pas un modal. Hein. Mais voilà, les derniers éléments dont on va parler, je pense, ce semestre. Donc, should, c'est assez facile, il est équivalent à shall plus ed. Donc, should est équivalent à shall plus ed. Donc, on l'a pas étudié en même temps que shall parce que maintenant il est presque considéré comme un modal à part entière puisqu'on n'utilise quasiment plus shall. Should est souvent considéré en lui-même en fait. Hein. C'est pour ça qu'on l'étudie. Et vous allez voir que ça va aller assez vite. Hein. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur should. Les emplois sont assez restreints. Alors, quel est son invariant? Comme d'habitude, il a le trait moins actualisation, moins validation, comme tous les modaux. Il est moins congruent, comme shall. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas en ajoutant un ed qu'on va changer la congruence du modal, hein, donc il est toujours moins congruent. Et comme pour shall, on aura avec should une forte intervention de l'énonciateur pour contrebalancer cette non-congruence. Donc, exactement comme pour shall, puisque en fait c'est le même modal, hein, on aura avec should une très forte intervention de l'énonciateur pour justement contrebalancer cette non-congruence. Donc, on va voir ça plus en détail, mais ça va nous donner à la modalité épistémique un effet de sens de probabilité et à la modalité radicale, on aura un effet de sens de conseil. On va voir ça plus en détail. Alors, on a dit hein, que should était constitué de shall plus ed. Quelle va être la valeur du ed? Déjà, est-ce que, premièrement, vous pouvez me rappeler les trois valeurs du ed? Deuxièmement, quelle sera la valeur du ed dans should? Alors, valeur radicale, non, ça n'existe pas pour parler du ed. Temporel des réalités. J'ai bien fait de vous poser la question. Alors, contrefactuel, c'est l'un des termes qu'on peut utiliser effectivement. Et Manon, déréalisant et modal, c'est la même chose. Donc, contrefactuel, déréalisant, modal, c'est trois termes qui servent à désigner exactement la même chose. Donc, là, on a en modalité radicale, j'ai écrit ça sur Moodle sous le texte à commenter.
Thibaut, je suis pas sûre de comprendre ce que vous dites. Attendez, je vais regarder. Du coup, j'ai la page Moodle qui est ouverte. Je vais regarder ce que... Parce il est possible que je me sois mal exprimée, c'est tout à fait possible, et que du coup, ça fasse que vous compreniez mal quelque chose, et ça, c'est pas... Donc, j'imagine que c'est dans la consigne que je vous ai donnée. Dans le commentaire, il faudra dire si on a de la modalité radicale ou épistémique, un variant du modèle en question, puis l'effet de sens présent en contexte en utilisant le texte. Si le modèle est à la forme ED, il faut commenter le ED. Est-il chronologique ou modal? Donc, du coup, je vous ai donné la réponse. Enfin, pour réaliser un véritable commentaire linguistique, il faut qu'il y ait une partie de manipulation. Je pense pas avoir, enfin, j'arrive pas à retrouver ce que vous voulez dire, Thibaut. Ah, d'accord, oui, vous confondez radical et modal. Ok. Donc, attention, modal, c'est le bon terme. Radical, c'est seulement pour parler de la modalité radicale. Donc, bah, finalement, je vous ai donné plus ou moins la réponse, même si vous n'en avez que deux, hein, et pas le troisième. Donc, attention, temporel, c'en est un type de ED, je veux dire. Contrefactuel, déréalisant, modal, c'est trois termes qui désignent la même chose. C'est ça, Coralie, vous avez les bons. Ouh là 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 là. Je suis en train du coup de regarder tout ce que vous avez écrit. Il y a des confusions là-dedans. Ok, donc on va faire un point. Coralie, c'est ça. Vous avez raison. Vous avez les trois, vous, c'est bon. Enzo, on va faire un point. Épistémique, c'est pas bon. Alors, attention à ne pas confondre tout. Épistémique radical, c'est pas la même chose. Là, on parle des valeurs du ED. J'ai bien fait de poser la question. Donc, les valeurs du ED, il y en a trois. Alors, je ne refais pas toutes les explications en détail dans ce que je vais écrire. Je vous l'ai déjà écrit, je crois. Je crois que c'était il y a 2 semaines d'ailleurs. Mais juste rapidement. Donc, les valeurs du ED, on a la valeur chronologique, chronologique, qu'on peut aussi appeler temporelle. D'ailleurs, je vais mettre des petits 1, 2, 3, comme ça ce sera clair. Donc, première valeur chronologique temporelle, c'est la même chose. Vous utilisez l'un ou l'autre des deux termes. Je vous donne plusieurs termes parce qu'ils ne sont pas appelés de la même façon selon les manuels de grammaire ou de linguistique que vous allez utiliser. Les linguistes n'utilisent pas tous les mêmes termes. Donc, comme ça, au moins, vous savez à quoi ça correspond. Donc, la valeur chronologique ou temporelle, c'est le ED du passé. Le ED dit que ça se passe dans le passé. D'accord? Donc, coupure, rupture entre le présent et le passé. Deuxième valeur possible, la valeur qu'on peut appeler modale ou irréelle. D'ailleurs, je vais mettre plutôt au singulier parce que c'est le ED modal. Ah bah merci Dylan. Super. Bah voilà. Donc, j'ai pas besoin de retaper les trucs. Donc, deuxième ED, le ED modal, contrefactuel, irréel, déréalisant. Donc, tout ça, ce sont des synonymes. D'accord? Tout ça, ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Donc, ce ED permet d'avoir une rupture entre le présent et l'irréel, en fait, entre la réalité et la non-réalité. Donc, c'est plus une rupture présent-passé, mais une rupture entre notre présent à nous et un présent irréel. Et enfin, troisième type de ED, le ED d'ajustement syntaxique, lui permet juste la concordance des temps. D'accord? Donc, il se rapproche du ED chronologique, sauf qu'il est purement grammatical, il permet la concordance des temps dans le texte quand on a, par exemple, du discours indirect. Ok, donc ça, c'est les trois types de ED. Donc, attention, ne me parlez pas de ED radical ou épistémique. Non, radical épistémique, c'est les types de modalités. Modalité radicale, on s'intéresse au sujet, soit pour donner une permission, une interdiction, etc. Soit pour parler de ses capacités, de ses compétences, de ses caractéristiques. Modalité épistémique, on s'intéresse aux chances de validation de l'ARP. Donc, soit pour parler d'éventualité, de probabilité, de quasi certain. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec le ED.
ED modal, voilà, on va pouvoir l'utiliser dans les hypothèses, dans les suggestions, dans plein de choses. On va le trouver quand même assez souvent. Et on le trouvera souvent avec les modaux, justement, ce ED modal ou irréel. D'accord? Donc, on revient donc, sur le cours. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, quel est le ED qu'on va utiliser dans Should? Ça, je vous l'ai déjà dit en télé. Je vous ai dit que dans 99,9% des cas, Should aura cette valeur-là, enfin le ED de Should aura cette valeur-là. D'ailleurs, même, c'est parce que j'aime pas dire dans 100% des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions linguistiques, mais là, pour le coup, je pourrais dire dans 100% des cas. Quelle est la valeur du ED dans Should? Oui, le ED est contrefactuel. Donc là, je vous pose cette question-là. J'aurais pas pu vous poser la question avec could parce que ça dépendra du texte, du contexte dans lequel could se trouvera. Même chose pour might, même si souvent le ED de might sera contrefactuel aussi. Il arrive qu'il soit chronologique. Donc pour les autres modaux, ça dépendra du texte. Même chose pour would. Le ED de would sera parfois chronologique, parfois contrefactuel. Ça va dépendre du contexte dans lequel on le trouve. Pour should, dans tous les contextes, il sera contrefactuel. Donc, il permet d'ajouter une dose de doute à shall. Ok, donc avec should, le ED est toujours contrefactuel, modal, irréel, vous utilisez le terme que vous voulez. Et donc, il permet toujours d'ajouter une dose de doute à shall. Alors, maintenant qu'on a vu ça, ça fait partie de l'invariant de should. Hein. Maintenant qu'on a vu ça, grand 1, la modalité radicale. Donc, should en modalité radicale. Donc, avec should, on sera forcément au pôle intersubjectif. On ne peut pas l'utiliser au pôle dynamique. I could have done it if I had enough time. Voilà, là c'est un ED modal. Effectivement, ici le passé, le fait que have done it se passe dans le passé, on le voit grâce à l'infinitif passé have done. I could eat tons of chocolate when I was young. Là, c'est un ED chronologique. Un exemple du ED, I said I could do it. Why don't you trust me? Ici, could, on a ED à cause de said, tout simplement. C'est un exemple de concordance des temps. Donc là, le ED de could, il est dû au ED de said. Alors, j'arrive, Raphaël. On revient donc sur la modalité radicale de should. Donc, grand A, modalité radicale. Donc, avec should, on est forcément au pôle intersubjectif. On ne le trouvera pas au pôle dynamique. Je vous donne un exemple. You should see a doctor. You should consult a doctor. Ok, donc je répète l'exemple. Hein. You should see, you should consult a doctor. Dans ce genre d'énoncé, forcément, hein, on a l'intervention de l'énonciateur puisqu'on a un modal. Donc l'énonciateur va donner son avis. Et
Et il donne son avis donc avec le modal shall auquel s'ajoute une désactualisation. Donc, dans cet énoncé, on a intervention de l'énonciateur puisqu'il y a un modal. Il donne son avis avec ce modal. Donc, en utilisant shall, auquel s'ajoute une désactualisation, le ED. Et on va dire, avec should, qu'on aura une surcharge d'hypothèse. Dans ce genre d'énoncé, on peut dire qu'il y a une surcharge d'hypothèse. Dans ce genre d'énoncé, on peut dire qu'il y a une surcharge d'hypothèse parce que on a une première dose de doute d'hypothèse avec le modal. Souvenez-vous, dès qu'il y a un modal, il y a du doute. L'exemple You should see a doctor, Thibaut, ou l'exemple avec I said I could do it. D'accord, avec should. Donc, je reprends. Enfin, ce sont des explications que vous pourriez donner avec tout type de modèle finalement. On a intervention de l'énonciateur qui donne son avis, forcément puisqu'on a un modal. Hein, donc, intervention de l'énonciateur qui donne son avis. Avec le modal shall, auquel l'énonciateur ajoute une désactualisation. Un ED, une désactualisation. On dit donc qu'il y a une surcharge d'hypothèse. Pourquoi dit-on ça? Parce que on va avoir une première dose d'hypothèse avec donc hypothèse doute. Hein, ici, on va dire que c'est la même chose. Donc une première dose d'hypothèse, une première dose de doute avec le modal. Qui dit modal dit doute, toujours. Et on a en plus de ça une autre dose de doute avec le prétérit déréalisant. On a donc deux doses d'hypothèse, deux doses de doute. Le modal plus le ED. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça explique tout simplement le sens de shall. Souvenez-vous, on avait vu que shall, à la modalité radicale, exprimait une forte contrainte, une obligation forte. Et bien, should, tout simplement, il va exprimer une obligation, une contrainte atténuée. D'où sa valeur de conseil, de recommandation. Okay. On peut considérer en effet que un conseil ou une recommandation, c'est un ordre avec une ou deux doses de doute. Alors, ça, c'est vraiment le sens, l'invariant hein, de radical, le conseil, la recommandation. Et on pourra également avoir un effet de sens de reproche, parfois. Donc, on pourra parfois avoir une valeur de reproche, comme par exemple dans l'exemple suivant, You should never have written that letter. Je vais vous l'écrire. You should never have written that letter.
Donc ici, dans cet exemple, le conseil se transforme en reproche puisque en fait, on a ici un prédicat passé ou un procès passé. C'est un conseil qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû suivre à un moment du passé, qu'on n'a pas suivi, et du coup, on en fait le reproche. Okay, donc, je peux s'utiliser aussi pour exprimer un reproche. Okay, donc, attention ici, dans ce genre d'énoncé, le passé, parce que c'est bien un énoncé passé, hein, have written letter, ça a été fait dans le passé. Mais ici, le passé n'est pas exprimé par le ED de should, il est bien exprimé par l'infinitif passé have written, donc par le EN de written. D'accord? Donc on parle d'un conseil qui aurait dû ou qui aurait pu être suivi dans le passé, ça n'a pas été fait, donc aujourd'hui c'est un reproche. Voilà pour should à la modalité radicale. Grand 2, modalité épistémique. Alors, pour rappel, à la modalité épistémique, l'énonciateur se prononce sur les chances de validation de l'ARP. À la modalité épistémique, l'énonciateur se prononce sur les chances de validation de l'ARP. Il évalue les chances de validation de l'ARP. Should épistémique va signaler une probabilité. Une nécessité d'ordre logique. Un peu comme must. On pourra le comparer à must. Donc, should épistémique va signaler une probabilité, une nécessité d'ordre logique, un petit peu comme must. On va voir que ce n'est pas la même chose. Hein. Si on utilise deux modos différents, ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux. Mais ça se rapproche. Je vous donne un exemple. He should be home by now. Donc là, normalement, il devrait être rentré. Il est fort probable qu'il soit rentré, qu'il soit chez lui. Donc, he should be home by now. Il devrait être rentré. Il est fort probable qu'il soit chez lui. Donc, comment va-t-on expliquer ici le fait qu'on ait choisi should et pas must? Parce qu'on aurait pu tout à fait avoir he must be home by now. Ok. Donc, un choix a été fait. L'énonciateur a choisi d'utiliser should et pas must. Ça veut dire forcément qu'il y a une différence. Ici, il y a une différence énonciative. Et donc, comment va-t-on l'expliquer ici? Il se base sur des circonstances, sur un contexte. Ça, c'est must. Alors, oui, effectivement, Coralie, déjà, première chose, la probabilité va être moins forte avec should, puisqu'on a un ED. Must n'est pas en ED, must, il est au présent. Avec should, on a présence d'un ED, donc la probabilité est moins forte. On ajoute une dose de doute. En plus, should est moins congruent, alors que must est plus congruent. Un must systémique est plus congruent. Donc, première différence,
différence, la probabilité va être un petit peu atténuée avec should par rapport à must. Parce qu'on a une dose de doute avec le ED et parce que should est non congruent alors que must est plus congruent. Et autre différence, et celle-ci, avec must, souvenez-vous, je vous ai dit que must est inférentiel. Donc, quand il est épistémique, must est inférentiel. Ça veut dire que l'énonciateur fait une déduction à partir de la situation. Donc avec must, l'énonciateur dit la nécessité, le caractère nécessairement vrai, compte tenu des circonstances. Donc avec must, l'énonciateur dit la nécessité, le caractère nécessairement vrai, compte tenu des circonstances. Must est inférentiel. Il fait une déduction. Vu les circonstances, par exemple, comme Raphaël le disait, il fait nuit, par exemple. Donc, he must be home by now. Ou, vu l'heure à laquelle il est parti, par exemple, he must be home. Donc, selon l'énonciateur et surtout selon les circonstances, il est indiscutable qu'il soit rentré chez lui. Avec should, on aura cette différence-là qu'avec should, la garantie est dans le dire de l'énonciateur. L'énonciateur se fiche des circonstances. Lui, il pense que. Et c'est son opinion à lui. Donc avec should, c'est comme pour Charles, la garantie est dans le dire de l'énonciateur. Donc même si l'énoncé est non congruent, l'énonciateur, lui, pense que si, il devrait être rentré, là, il devrait être chez lui. Il ne tient pas compte des circonstances. Il donne son avis à lui. D'accord? Donc, si dans un commentaire, vous aviez un should épistémique à commenter, vous pourriez, dans la partie manipulation, on va en parler juste après en TD, dans la partie manipulation, vous pourriez proposer une manipulation en must pour bien montrer la différence entre should et must et voir si dans le contexte, must était possible. Parce que l'énonciateur fait toujours un choix. Il utilise un modèle plutôt qu'un autre. Alors parfois, la situation, le texte, etc. font que un seul modèle était possible. Parfois, on l'a vu souvent en TD, plusieurs modos sont possibles et le choix va vraiment dépendre de la stratégie énonciative de l'énonciateur. Donc là, s'il choisit should, il veut montrer que c'est son opinion, que c'est subjectif et qu'il ne se base pas sur les circonstances. Même si les circonstances pourraient expliquer qu'il devrait être chez lui, lui, il choisit de ne pas se baser sur ces circonstances, mais de donner son opinion à lui. Qu'est-ce que la différence entre une certitude relative et une forte certitude? On ne peut pas vraiment les opposer. Il est compliqué vraiment d'opposer ces termes. Certitude relative, alors après, ça dépend dans quel contexte j'ai utilisé. Peut-être que je voulais dire une certitude moins forte, du coup, qu'une forte certitude. Certitude relative, c'est... ça dépend vraiment du contexte dans lequel j'ai utilisé cette phrase-là. Mais certitude qui va dépendre du contexte. Mais la forte aussi peut dépendre du contexte aussi, en fait. Enfin, on peut pas vraiment les opposer clairement, ces deux termes-là. Ça va? Si vous me redonnez les phrases que j'ai pu dire, je saurais vous réexpliquer, mais là, comme ça, hors contexte, c'est difficile de bien... On ne peut pas opposer ces deux termes-là, là, comme ça. Mais si vous voulez, si vous retrouvez la leçon, envoyez-le moi peut-être par mail et je vous expliquerai plus en détail à ce moment-là,
Si vous retrouvez, faites un copier-coller par mail. C'est pas que je veux pas vous faire tout de suite maintenant, mais comme il reste plus beaucoup de temps, je veux avancer le CM. Mais voilà, c'est comme ça vous aurez. Parce que oui, j'ai sans doute dit ça à un moment ou à un autre, mais dans quel contexte, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais si vous retrouvez, faites-moi, enfin, écrivez-le moi par mail, d'accord? Et comme ça, je vous donnerai une explication plus détaillée. Avec le contexte, ce sera beaucoup plus facile à expliquer. De rien. Alors, contrairement à should, donc on est toujours sur la comparaison should et must. Donc, contrairement à should, must ne pourra pas s'employer pour renvoyer à l'avenir. Donc, on est toujours dans l'épistémique, hein, dans la probabilité. Donc, should pourra s'utiliser pour faire référence à l'avenir, alors que must ne peut pas être utilisé dans ce contexte-là. On dira par exemple « It should rain this afternoon » et pas « It must rain this afternoon ». On dira par exemple « It should rain this afternoon » et pas « It must rain this afternoon ». On pourrait aussi avoir « It will rain », mais attention, si on dit « It will », là, on est dans le quasi certain, dans la très forte probabilité. On fait une prévision qui est quasi certaine. Alors qu'avec it should, on est dans la probabilité, mais ça reste incertain. On a toujours une dose de doute, plus forte qu'avec will. On est en plus dans un contexte non congruent, alors qu'avec will, c'est congruent. Toujours avec should, la probabilité peut concerner le moment présent. Elle peut concerner donc un moment futur, un moment relié à l'avenir, comme on vient de le voir. Mais elle peut aussi concerner donc le moment présent. Et dans ce cas-là, en fait, on peut avoir deux interprétations possibles. Oui, je peux répéter. Donc, avec should, le probable, la probabilité peut concerner un moment futur, comme on vient de le voir, avec it should rain this afternoon, mais elle peut aussi concerner un moment présent. On l'a vu avec he should be home by now. Pardon. Et dans ce cas, en fait, on peut avoir deux interprétations possibles. D'ailleurs, vous y avez peut-être pensé quand je vous ai donné l'exemple « He should be home by now ». Dans ce cas, quand la probabilité concerne le moment présent, le probable peut ne pas avoir été réalisé. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Donc, quand la probabilité concerne le moment présent, avec should, le probable peut ne pas avoir été réalisé. Je vous donne un exemple, un énoncé qui peut être interprété de deux façons différentes. Et l'exemple que je vous ai donné précédemment était semblable. Mike should be in his office. Mike should be in his office. Et donc, même chose pour l'énoncé que je vous ai donné tout à l'heure. He should be home by now. Cet énoncé va permettre deux gloses, deux interprétations possibles. Cet énoncé va permettre deux gloses ou deux interprétations ou même deux traductions possibles ici. Première interprétation possible. Logiquement, il devrait être dans son bureau, allez-y.
c'est l'interprétation qu'on a fait tout à l'heure de he should be home by now. Logiquement, il devrait être rentré. Donc, première interprétation possible, logiquement, il devrait être dans son bureau. Vous pouvez y aller. Deuxième interprétation possible, logiquement, il devrait être dans son bureau, mais il n'y est pas. Donc, dans ce cas-là, le probable n'est pas réalisé. Et donc, ici, avec la même phrase, donc c'est le contexte qui nous permettra de comprendre, mais avec la même phrase, on pourrait avoir, hors contexte, deux interprétations possibles. Soit, logiquement, il est probable, il devrait être dans son bureau, donc vous pouvez y aller. Soit, logiquement, il devrait être dans son bureau, mais il n'y est pas. Okay. Donc, ce genre d'énoncé sera interprété correctement grâce au contexte. Là, sans contexte, on ne peut pas savoir. Si on avait un exemple comme It should be snowing now, avec le ing, on sait que It should be snowing, but it's not. Finalement, il devrait neiger, mais il neige pas. Ok. Donc, à nouveau, c'est le contexte qui va vous permettre de déterminer si le probable est réalisé ou réalisable ou s'il ne l'est pas. Voilà pour should. Alors, je voulais vous parler d'une autre utilisation de should, mais vu le temps qu'il reste, cette utilisation prend une page et demie dans mon cours, donc je vais passer ça et l'explication va prendre beaucoup de temps. Je préfère faire un point sur ought to, sur les quelques minutes qu'il reste, plutôt que de passer du temps. Juste, je vous le réel et je vous l'enverrai, mais c'est pas le point le plus important du cours de toute façon. Le point qui restait sur should, c'est should dans les subordonnées conjonctives en that. Déjà, le titre, il est complexe. Donc, should, et je ne vais pas vous donner plus de détails, mais rapidement, donc, je vais vous le noter. Should dans les subordonnées conjonctives ou complétives, d'ailleurs, moi je préfère dire complétives, en that. Et donc, je vais juste vous donner les exemples dont vous aurez parlé si j'avais fait cette partie de cours. C'est dans des énoncés tels que it's advisable that he should go, par exemple, ou I suggest, oh là là, avec 3G, ça va pas aller, that he should go, ou autre exemple encore, it's a shame that he should play games all the time. Voilà, ça ce sont des exemples dans lesquels, vous voyez, should se trouve dans la subordonnée complétive ou conjonctive en that. Donc, il est dans une subordonnée. La proposition principale, c'est it's advisable, I suggest ou it's a shame, dans nos trois exemples. Et la subordonnée en that, enfin la proposition en that est une subordonnée. Donc, dans ce genre d'exemple, en fait, should sera à la fois épistémique et radical, mais principalement radical. Ici, l'énonciateur donne son avis. D'accord? Donc, dans ces exemples, should est principalement radical. L'énonciateur, à nouveau, donne son avis. Il critique ou suggère des choses. Donc, dans l'utilisation it's advisable that, blablabla, ou I suggest, blablabla, should est logique, puisque la personne n'est pas encore partie,
Donc, il est logique d'avoir should, un modal qui ajoute du doute. Ça va, vous me suivez? Finalement, je vais faire le point quand même. Tant pis, on va dépasser. Ah bah non, j'allais dire on va dépasser sur le TD, mais non, il y en a qui sont courts. Donc non, rapidement. Donc c'est logique qu'on ait un modal dans les deux premiers exemples, puisque quand on dit it's advisable ou I suggest, ça veut dire que la personne est encore là, qu'elle n'est pas encore partie. Donc le procès go n'est pas encore réalisé. C'est moins logique dans it's a shame that he should play video games all the time. Parce que si on dit cette phrase-là, ça veut dire que he plays video games all the time. Ça veut dire que l'énoncé he, enfin la RP he/play video games all the time est réalisé. Alors, comment on va interpréter ça? Je vous le dis, mais à nouveau, je vous enverrai cette partie-là de cours, mais je vous le dis oralement, comme ça, ce sera peut-être plus simple à comprendre. On va interpréter ici le should comme étant en fait une critique de l'énonciateur qui sera telle qu'il va remettre en cause un énoncé qui est validé. Donc l'énoncé he/play video games, la RP he/play video games all the time est validée, elle est vraie, mais l'énonciateur critique cet énoncé et il est tellement pas d'accord qu'il va utiliser un modal, il va remettre en cause la validation de cette RP. Voilà pour le gros résumé de cette partie-là. Enfin, ought to, rapidement, très rapidement, parce que c'est quelque chose qui n'est quasiment plus utilisé, donc vous le rencontrerez très très peu. Donc, ought to, premièrement, ce n'est pas un modal. C'est comme have to, c'est pas un modal. Parce qu'il y a un to. Même si, alors celui-là, il est vraiment entre les deux, il est très particulier. Donc, ought to n'est pas un modal. Même si il ne prend pas de S à la troisième personne du singulier. Donc, il a la même caractéristique que les modos. Donc, il ne prend pas de S à la troisième personne du singulier. Et il se comporte avec la négation comme un modal. On dira ought not to, ou même oughtn't to. Donc, il se comporte avec la négation comme un modal. On n'a pas besoin d'auxiliaire. Parce que have to, je vous rappelle que pour le mettre à la forme négative, ce sera don't have to, didn't have to. Là, avec ought, on n'a pas besoin de do. Ce sera ought not to. Je vais vous donner un exemple. You ought to keep your dog leash. Donc, exemple, you ought to keep your dog on a leash. Alors, cet énoncé pourrait être comparé à you should keep your dog on a leash. Quelle va être la différence ici? Ce sera plus ou moins la même différence qu'entre must et have to. Donc la différence sera presque la même qu'entre must et have to. Avec ought to, quand on analyse ought to, on dit que le sujet grammatical est doté d'une propriété qui le rend débiteur. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est une phrase un peu complexe qui veut dire un truc tout simple en fait. Avec ought to, le sujet grammatical est doté d'une propriété qui le rend débiteur. Ça veut dire qu'il a une dette. Sa dette est d'établir l'ARP.
ta dette et d'établir l'ARP. Donc, si on applique ça, et j'en ai plus que pour 1 minute, hein, c'est très court cette partie sur ought to. Si on applique ça à la phrase que je viens de vous donner, you keep your dog on a leash, ça veut dire en fait le sujet you a cette dette inscrite en lui, en son passé, qui dit qu'il doit promener son chien en laisse. Et ici, c'est sous-entendu, toute personne a cette dette, a une dette préinscrite. Donc, cette dette est préinscrite en nous tous. Et elle est la suivante. Quand on a un chien, on le tient en laisse. D'accord? Donc, avec ought to, l'énonciateur s'appuie sur des normes préétablies. Alors qu'avec should, c'est subjectif, je donne mon opinion et c'est tout. Exactement, c'est ça Thibaut. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un modal. On a un to, donc ça montre clairement que c'est pas un modal. Avec ought to, l'obligation vient de l'extérieur. Alors qu'avec should, elle vient de l'énonciateur. Enfin, l'obligation, le conseil plutôt d'ailleurs ici, puisque ought est un ancien prétérit. Donc on a aussi ici en quelque sorte une marque ED, c'est pour ça qu'on le compare à should. Donc ici, le conseil, la recommandation vient de l'extérieur, alors qu'avec should, elle vient de l'énonciateur. En fait, pour expliquer ces effets de sens de ought, en fait, ça vient du vieil anglais angan, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas prononcer le vieil anglais, A-N-G-A-N, qui signifiait à la fois to owe, devoir quelque chose à quelqu'un, et to own, posséder quelque chose. Donc, d'où l'interprétation et l'analyse de ought to comme étant un modal qui dit qu'on a en nous une dette qu'on doit établir, qu'on doit réaliser. C'est un ancien prétérit. Aujourd'hui, il n'y a plus de forme. En fait, c'est un ancien prétérit de have. Mais il n'y a pas de forme. Ought est une forme stable. On ne peut pas la mettre au prétérit ou enlever un prétérit. C'est resté une forme comme ça, en fait. Mais avant, c'était considéré, quand je dis avant, c'est il y a très 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 longtemps, c'était considéré comme un prétérit de have. Donc, ici, la différence entre should et ought to, ça rappelle un petit peu la différence entre must et have to, mais dans le passé. Plutôt have to, en quelque sorte, même si cette forme-là n'existait pas vraiment, puisque ought avait le sens, donc il vient de angan en vieil anglais, un terme en vieil anglais, et il avait le sens de à la fois posséder quelque chose, devoir quelque chose, pardon, à quelqu'un, et own, posséder quelque chose. Donc à l'origine c'était plutôt have, puis ça a évolué. En fait, je peux pas vous dire, ça dépend à quel moment de l'histoire de la langue. À la base c'était plutôt have, puis ça a évolué en have to. Etc. Enfin, voilà, c'est l'évolution qui fait que, voilà, on a eu ought qui d'abord avait plutôt le sens de have, puis ensuite a eu plutôt le sens de have to. Ça a évolué en termes d'obligation ou de recommandation. Et aujourd'hui, on a ce terme-là qui subsiste dans la langue, mais qui n'est presque plus utilisé, en fait. Pour ne pas dire plus utilisé du tout. Vous le trouverez, je vous le donne d'ailleurs de façon très résumée, l'analyse de Stern, parce que vous pourriez le trouver dans un texte, mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Voilà, pour le CM, c'est bien, je suis arrivée à ce que je voulais. Donc là, ought to, pour le coup, j'ai pas résumé. Ce que je devais vous dire, c'était ça. Je vous ai donné tous les éléments sur ought to, donc voilà. Donc il n'y a que la partie sur les complétives en that avec should que j'ai résumé. Mais sinon, je suis arrivée à ce que je voulais vous dire, donc c'est bien, je suis contente.
Non, je vais trouver le sujet n'est pas encore prêt, mais non, je vais trouver un texte dans lequel il n'y aura pas cet emploi-là de should, ni de toute façon ought to, ce sera pas très compliqué de trouver un texte sans ought to pour le coup parce qu'on le trouve très peu. Oui, voilà en quelque sorte Thibault l'exemple que vous avez utilisé. Oui, pourquoi pas. Donc en gros, oui, ought to, c'est vraiment dans des textes plus anciens, quoi. On le trouve plus aujourd'hui. Voilà. Je vais pas traîner en longueur sur le CM parce que certains d'entre vous ont cours en production orale. Donc voilà, je veux pas donner des informations là en plus que certains n'auraient pas parce qu'ils doivent se déconnecter. Donc si vous avez des questions, gardez-les, notez-les et vous me les poserez pour ceux qui ont aidé demain, vous me les poserez demain. Pour ceux qui ont aidé là maintenant, je vais y répondre. Je prends une pause de quelques minutes et je vais y répondre juste après. Donc, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Vous les notez pour vous en souvenir. Et pour ceux que je vois demain, vous me les poserez demain. Et donc, pour ceux que je vois demain, très bonne journée. À demain, en forme, à 8 heures. Et alors, pour ceux que je retrouve là juste après, je sais pas, est-ce que... Non, on va se déconnecter de ce lien et aller sur le lien TD parce que j'y ai mis, normalement si ça fonctionne, j'y ai mis le texte. Comme ça, on aura le texte sous les yeux pour le commenter. Ce sera mieux. Voilà. Même si en vrai, ça me prendrait 5 minutes de le remettre là, mais voilà. Donc, je déconnecte et je me reconnecte sur l'autre lien dans 5 minutes.